Quand on regarde les premières œuvres d'un mangaka, ou même de n'importe quel auteur de littérature classique, on plonge littéralement dans la matrice de son génie. C'est là, dans ses premiers essais, que tout le style, la narration, la vision des personnages commence à se dessiner. À travers ces œuvres, on peut retrouver les bribes, les ficelles scénaristiques qui feront que leurs prochaines œuvres rencontreront le succès que nous leur attribuons tous. Nous connaissons tous l'immense pilier du manga qu'est Naruto, mais il faut savoir que le prototype qui a servi à l'élaboration de cette histoire, qu'on adore tous, était très différent du ninja de Konoha qui rêve de devenir Hokage. Dans ce premier one-shot, Naruto n'était pas un ninja, mais un renard démoniaque capable de prendre forme humaine, travaillant pour un chasseur de démons dans un monde moderne. Cependant, l'histoire n'a pas convaincu les éditeurs car jugée non prometteuse pour une sérialisation dans le célèbre magazine de la Shueisha. Romance Down, quant à lui, est connu comme un précurseur direct à One Piece, même si c'est plus une ébauche stylistique qu'un prototype à proprement parler. C'est-à-dire qu'on a plus affaire à la base de l'univers que deviendra One Piece, plutôt qu'à une tentative de sérialisation à succès. Là où Kishimoto testait encore des idées avec un prototype inabouti, et là où Oda esquissait timidement l'univers que deviendra par la suite One Piece, Fujimoto, lui, se démarque dès ses débuts. Dans ses premiers one-shots, il ne cherche pas à poser les bases d'une future saga, ni à convaincre un éditeur d'une longue sérialisation. Il construit des histoires complètes avec un début et une fin. Des histoires denses qui tiennent en à peine 40 pages. Des histoires qui ont leur propre vision. Chaque récit porte déjà cette patte si particulière, cette folie douce, cette réflexion sur la vie, la mort, les liens humains. Autant de thèmes Fujimoto-esques que l'on retrouvera plus tard dans Fire Punch, Chainsaw Man ou encore Look Back. Wesh les frères Seaga, et aujourd'hui on parle des deux recueils de one-shot que Fujimoto a sortis tout au long de sa carrière de jeune mangaka. Après la vidéo sur Look Back du même auteur qui vous a pas mal plu, on aborde ces deux anthologies qui sont souvent méconnues par le grand public. Aujourd'hui on parle de 17-21 et de 22-26. Avant de commencer les frères, je tenais à vous remercier chaleureusement de l'accueil de fou que vous avez donné à ma dernière vidéo sur Welcome Back Alice. On a très largement dépassé les 200 abonnés et ça me booste de fou. Alors si tu veux pas rater la suite de mes aventures et continuer à parler de manga animé avec moi, n'oublie pas de t'abonner. Bon, en vrai je pourrais vous décrire chaque histoire et vous détailler pourquoi chacune d'entre elles est pertinente et vaut le coup d'être lue. Mais étant donné qu'on a affaire à des one-shots, bah c'est dur de s'exprimer sans spoiler quoi que ce soit de majeur. Cette vidéo a donc pour but de vous donner mon ressenti général et d'essayer de vous tracer des parallèles entre ces anthologies et les œuvres plus récentes de Fujimoto. Sur ce, allons-y. 17-21 est un recueil de 4 histoires courtes écrites par Fujimoto entre ses 17 et 21 ans. Et oui, le titre a bien une signification et n'est pas juste random comme je le pensais avant de le lire. Par souci de clarté et pour ne pas que la vidéo devienne un fourre-tout, j'aborderai mes deux one-shots préférés de l'ouvrage. Ok, attends, laisse-moi te poser le décor 2 secondes. On est dans un monde post-apo. L'humanité a quasiment disparu, décimée par des extraterrestres mangeurs d'hommes, etc. Bref, jusque-là rien d'incroyable, tu me diras. Les rares survivants, complètement déchus, plus de droits, enfin ça c'est pour les chanceux qui ont réussi à éviter la mort. Et au milieu de ce chaos, t'as 2 humains qui se planquent dans une école d'extraterrestres. Mais le meilleur, ils sont déguisés en poules. Oui, des poules. Juste pour ne pas se faire cramer. Pourquoi des poules? Bah pourquoi pas. C'est absurde, c'est génial, c'est du Fujimoto tout craché. Ce qui m'a vraiment bluffé dans cette histoire, c'est la manière dont Fujimoto casse nos attentes, même dans les moments qui semblent ultra classiques. Tu sais, ces instants où tu sens venir le cliché à des kilomètres. Genre là, tu te dis, ok, là ce perso va sûrement réagir comme ça, parce que dans 100 autres histoires différentes, on nous l'a déjà fait. On connaît tous ces situations, on les a vues 1000 fois, on pense avoir compris la mécanique. Et pourtant même là, Fujimoto arrive à te surprendre. Il te fait croire qu'il va suivre le schéma attendu. Puis bam, il te prend à contre-pied. Il te retourne la scène avec une réaction inattendue ou un twist absurde. C'est ça aussi sa force. Il joue avec les codes, mais juste assez pour que tu crois les reconnaître, avant de t'en détourner au dernier moment. À travers cette histoire, Fujimoto arrive à mélanger du lait, qu'il soit physique ou moral, avec des moments de pure poésie visuelle ou émotionnelle. C'est vraiment un pattern typique dans cette histoire. Il arrive à nous faire rire, à nous mettre mal à l'aise, puis à nous toucher en plein cœur. Ces 3 sentiments arrivent à coexister en harmonie en l'espace de quelques pages seulement. Et franchement, c'est encore plus fort quand on réalise que cette histoire d'humain déguisé en poule est sûrement la première vraie histoire que Fujimoto a posée et ancrée sur planche. En effet, selon ses dires, il s'agit de sa première expérience dans la conception de planches finalisées. Alors oui, c'est peut-être pas aussi beau graphiquement que dans Chainsaw Man, il y a peut-être un aspect brouillon dans le scénario, tant ça part dans tous les sens, mais ça reste sa première œuvre écrite de bout en bout. Une œuvre qui a déjà sa propre vision et son propre style de narration. Une recette qui fera le succès et la renommée de Fujimoto. Maintenant, défilons les pages de 17-21 une à une, et passons à la deuxième histoire courte et dernière histoire de cette anthologie que je vais analyser. Vous avez déjà rêvé de sauver votre école d'une attaque terroriste? Avouez que l'idée nous est tous déjà passée par la tête. C'est encore plus marrant quand on réalise qu'on n'est pas du tout le seul à y avoir songé. Comme si ce fantasme héroïque définissait un peu la jeunesse de chacun. Eh bien, Fujimoto en a fait un one-shot. Oui, le principe de l'histoire, c'est littéralement un mec qui essaye d'arrêter une attaque terroriste dans son établissement scolaire. D'ailleurs, le titre du one-shot, c'est Sasaki a arrêté une balle, parce que c'est juste l'histoire d'un mec qui arrête une balle
en fait. Ce que j'aime bien avec cette petite histoire toute bête, c'est que même si à première vue elle peut sembler brute de décoffrage, elle soulève un vrai questionnement sur les capacités de chacun à devenir celui qu'il a envie. T'as envie de devenir astronaute? Alors crois en toi et deviens astronaute, même si on te rit à la gueule. Tu viens de commettre une tentative d'attentat mais t'as quand même envie de devenir un homme intégré dans la société avec femme et enfants, alors fais-le malgré tout. T'as envie d'arrêter une balle qui arrive sur toi à 100 km/h, alors crois-y fermement et essaye. Oula, je viens de réaliser que je viens peut-être d'inciter des dizaines de personnes à se tirer dessus. C'est un manga les frères, hein, ne me faites pas de dinguerie s'il vous plaît. Bref, tout ça pour dire que c'est pas parce que personne a réussi à faire quelque chose que même les lois de la physique semblent rendre impossible, que vous n'avez pas la capacité de le faire. Ne jamais mettre ses chances à 0%. Mettez-les à 0,1% et croyez-y fortement. Qui sait, peut-être que le destin vous sourira, peut-être que vous réussirez à faire plier le monde pour qu'il vous donne ce que vous désirez. Ce sera peut-être pas grâce à vous, mais le simple fait d'y croire rend cette chose possible, même si les chances sont infimes. Personnellement, c'est mon histoire courte préférée de Fujimoto, même si on compte celle de 22-26. D'ailleurs, c'est aussi celle que Fujimoto préfère. J'ai envie de vous dire qu'il a pas tort le frérot. La morale de l'histoire me rappelle un peu l'esprit de Look Back, one shot de Fujimoto qu'on a eu l'occasion d'analyser sur la chaîne. Je vais pas tout redire ici parce qu'on a déjà bien creusé ça avant, mais j'aime bien quand Fujimoto parle du fait d'essayer de se transcender pour réaliser quelque chose qui nous donne envie, même si la mort rend cette chose encore plus difficile. Look Back, en fait, c'est un peu continuer à exprimer ses désirs artistiques, même s'il y a 0,1% de chance que la personne qui nous a donné envie de commencer à dessiner reçoive toute cette gratitude. C'est pas le même ton, c'est pas la même forme, mais il y a cette même idée de faire quelque chose de beau, même quand c'est trop tard. Maintenant qu'on a abordé la fougue créative de jeunesse qu'incarne 17-21, passons à 22-26, le recueil analogue qui se veut un poil plus sombre, relevant des thématiques un peu plus matures. Parce que jusque-là, on a bien rigolé, hein, mais les deux histoires que je vais vous présenter sont, à mon sens, un peu plus introspectives et révélatrices de notre société. Le syndrome de métamorphose en fille au réveil est un manga initialement publié sur le web par Tatsuki Fujimoto. Ce one-shot raconte l'histoire d'un mec qui se réveille un beau matin et qui remarque qu'il a changé de sexe au cours de la nuit. Ça me fait penser qu'on commence à beaucoup parler de transition de genre sur la chaîne. Alors je sais que le sujet peut être clivant, mais si vous pouviez éviter vos commentaires insultants et désobligeants, ça rendrait service à beaucoup de monde. Enfin bref, Fujimoto a toujours montré qu'il était à l'aise avec ce genre de questionnement. Il hésite pas à se servir de ces phénomènes sociaux, ces comportements qui ont toujours existé, même si cela peut déplaire à certains. Après tout, dans Chainsaw Man, on peut remarquer la présence d'un personnage homosexuel. Cet auteur hésite vraiment pas à dépeindre cette histoire en utilisant tout ce que la complexité humaine a à offrir. Mais ça, nous allons le voir dans la suite de notre histoire. Pour les autres, une question se pose alors très vite. Dans quelle case situer Toshihide? Parce que après tout, ça reste un garçon dans le corps d'une fille. Peut-il rentrer dans les vestiaires des femmes sans être pris pour un obsédé? A-t-il encore le droit de sortir avec sa copine? D'ailleurs, sa copine, elle en pense quoi? Quand Toshihide regarde un garçon et le trouve séduisant, est-ce son cœur de fille qui parle pour lui? Ou est-ce juste la révélation de ce qu'il a toujours enfui en lui-même, lorsqu'il était encore un homme? À vrai dire, rien n'est très sûr, et Tatsuki Fujimoto arrive vraiment à jouer avec l'ambiguïté de son personnage. Toshihide a toujours été un garçon timide, pas très sûr de lui et pleurnichard. Son entourage, le comparant constamment à une fillette, a sûrement joué un rôle dans l'ironie de son sort. Après une dispute avec sa copine, Toshihide va devoir choisir d'embrasser pleinement ce rôle de fillette ou celui d'assumer son rôle d'homme dans son couple. Ce qui est intéressant de la part de Fujimoto, c'est qu'on voit clairement qu'il n'insinue pas qu'être une fille, c'est forcément être faible, pleurer pour un rien ou encore attendre de l'aide, même s'il le fait dire à travers la bouche du grand frère. C'est un cliché bien ancré dans la société, associer la féminité à la faiblesse. Fujimoto le sait, et justement, il s'en sert pour mieux le retourner. Au lieu de forcer le trait sur un Toshihide désabusé par ce qui lui arrive, cet aspect de lui, qui est encore plus souligné par le fait qu'on connaît Toshihide uniquement dans sa version féminine, depuis le début de l'histoire. Cet aspect qui nous force à penser qu'une fille est forcément synonyme de faiblesse. Et bien même avec tout ce build-up, Toshihide choisit d'incarner le rôle de l'homme. Il rattrape sa copine, et même si plastiquement il est encore une fille, il décide de ne pas se positionner dans un genre défini. Il choisit d'être un homme, mais physiquement, il est encore une femme, ce qui souligne encore plus l'ambiguïté. En fait, tout simplement, il décide d'être lui. Je pense que Fujimoto a voulu sous-entendre que peu importe ton genre, peu importe les préjugés qui te sont collés à la peau parce que tu portes une jupe ou pas, bah t'as le droit d'agir comme tu veux en fait. En choisissant finalement d'être un homme, Toshihide incarne bien cette idée que c'est pas ce que tu renvoies physiquement qui te définit, mais juste ce qu'il y a dans ton cœur en fait. Et ça c'est beau. La prophétie de Nayuta raconte l'histoire d'une fille dont le destin semble tout tracé. En effet, une voyante a prédit l'arrivée sur Terre d'un démon à cornes, démon qui parlerait une langue cruelle, hermétique aux humains, et qui aurait pour dessein d'anéantir l'humanité. En parallèle, une petite famille de 3 personnes semble bien loin de toutes ces révélations mystiques, et compte bien rendre leur quotidien prospère. Le truc c'est qu'une des enfants ressemble à ça, et qu'elle communique uniquement par une série de 3 mots, tous aussi macabres les uns que les autres. Vous l'aurez compris, tout porte à croire que c'est bien Nayuta qui affole la prophétie, ainsi que les milliers d'adeptes qui manifestent afin d'éviter
éviter à tout prix la fin du monde. Malgré l'ambiance mystique de l'intrigue, et même si elle semble très dure, très cynique, presque fataliste, j'aime beaucoup le fait qu'on se concentre uniquement sur l'amour inconditionnel que porte le grand frère de Nayuta à cette dernière. Pour lui, elle reste sa petite sœur, même si elle a tendance à ramener des animaux découpés à la maison. L'absurde que Fujimoto aime tant est vraiment poussé à son paroxysme. Nayuta veut enclencher la fin du monde, suffit d'une petite tape fraternelle sur le crâne pour lui remettre les idées en place. J'aime bien le fait que le grand frère semble toujours voir le bon en elle. Il essaye de lui offrir le cadre le plus idyllique en travaillant dur pour subvenir à ses besoins. Le tout contrasté par les seuls mots macabres que Nayuta peut lui adresser. Prisonnière de sa condition de démon, Nayuta essaye de rendre cet amour à son grand frère à sa manière. Il y a toujours une touche de gentillesse et d'attention, même quand elle prépare la fin du monde. Ah, et évidemment, je pense que la relation entre Nayuta et son grand frère a très clairement inspiré celle de Denji et de Nayuta dans Chainsaw Man. Enfin, pas besoin d'être très malin pour l'apercevoir, vu qu'elles portent littéralement le même prénom. C'est là qu'on voit que ces anthologies ne sont pas juste des expérimentations de jeunesse. Elles font vraiment partie d'un fil rouge créatif. Elles nourrissent ses œuvres plus tardives et participent à l'évolution de tout son univers artistique. En effet, avant de rencontrer un certain succès avec premièrement Fire Punch, puis dans la suite de sa carrière Chainsaw Man, Fujimoto aiguisait déjà son sens de la narration en racontant des histoires aux thématiques variées et qui s'inscrivent dans plusieurs genres très différents. Le tout en gardant la patte bien Fujimoto-esque qu'il possédait déjà. Ce qui m'a frappé dès ma première lecture de 1721, c'est que chaque petite histoire est complètement autosuffisante et dégage sa propre morale, qu'elle soit farfelue, positive ou plus ouverte. Et c'est primordial pour un one-shot, réussir à raconter quelque chose de concis, poser les bases d'un univers en quelques pages, tout en faisant comprendre au lecteur les enjeux de l'histoire. Pas de grandes introductions pour te plonger dans l'intrigue. Lire une histoire courte de Fujimoto, c'est comme sauter d'un avion sans parachute. L'histoire doit frapper juste, aller droit au but, et laisser une impression forte avec très peu de pages. T'as pas besoin de beaucoup de temps pour comprendre dans quelle situation tu te trouves, mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de la chute, tu vas ressentir quelque chose. Très peu de gens excellent dans cet exercice. Dans 1721, on remarque que la créativité du maître en matière de scénario était déjà débordante, que ce soit des thématiques apocalyptiques, des atmosphères étranges et fascinantes, un humour décalé basculant avec la violence ou encore des anti-héros naïfs dépassés par les événements. En soi, tout ça nous est pas étranger quand on regarde toutes ces œuvres à succès d'aujourd'hui. Fujimoto est reconnu pour dépeindre les thématiques de la mort et de l'absurde, avec une facilité déconcertante. Le tout avec toujours cette touche de sensibilité et d'émotion qui te fera rêver. Alors qu'en soi, l'histoire qu'il te raconte de prime abord semble complètement lunaire. En conclusion de la vidéo, j'aimerais rappeler que je n'ai évidemment pas abordé toutes les histoires courtes de ces deux anthologies de one-shot. À vrai dire, j'en ai abordé la moitié. Celles qui me paraissaient les plus pertinentes et démonstratives pour une vidéo d'analyse. Donc voilà, vous pouvez quand même aller dévorer ces deux ouvrages si l'envie vous prend, parce que chaque histoire regorge vraiment d'un certain génie qui est propre à Fujimoto. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu. Moi, ça me motive à continuer d'essayer de sortir toujours plus de contenu. Et sur ce les frères, prenez soin de vous.